Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette édition de l'information. Édition que nous ouvrons ce soir par les travaux d'aménagement des voies de dessert dans certains quartiers de la ville de Douala, où les populations de Komondor, quartier situé dans le premier arrondissement de la ville de Douala, crient à l'injustice. Les travaux de démolition qui ont démarré ce mardi 15 octobre 2019 dans ce quartier populaire de Douala a provoqué des vives tensions parmi les sinistrés qui n'ont pas été recensés. Jean-Jamais Yednar, Christian Tamfou. Des engins lourds en pleine action ce mardi matin, devant le regard médusé des populations du quartier Komondor, dans l'arrondissement de Douala 1er. Si certains habitants ont au fait de libérer le plancher avant l'arrivée des caterpillars, tel qu'indiquait ces croix de Saint-André, d'autres par contre étaient encore dubitatifs quant à l'effectivité de ces travaux, jugés anarchiques par les sinistrés. La route suit le poteau, ce n'est pas ici à côté. Nous qui sommes ici là, voilà la route là-bas. Et non seulement ils cassent anarchiquement. Oui. Les casses sont anarchiques, ils ne respectent pas les normes de la route. Ça veut dire qu'on doit casser les autres, on n'a pas cassé. Non, ce n'est pas qu'on doit casser les autres, on ne doit pas casser ici. Ils doivent respecter les normes de la route. Et s'il est vrai que ces travaux d'aménagement des voies de desserte en cours depuis quelque temps dans certains quartiers de la métropole économique rentrent dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique, toutefois, il est à noter que les populations victimes de cette expropriation fustigent l'approche des pouvoirs publics à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, maître d'ouvrage des dits travaux, qui aurait procédé au recensement à tête chercheuse. Déséquilibré, il y a le riche et le pauvre. Toujours en fait de société, un présumé voleur de chèvres séjourne depuis ce mardi 15 octobre 2019 dans les geôles de la brigade de terre de Mbouda. C'est le chef-lieu du département des Bamboutos à l'ouest du Cameroun. Le nommé Guédio Narcisse, âgé de 22 ans, a été surpris en flagrant délit de vol par les jeunes du quartier Batam, lieu dit Bande de Touche, à Mbouda. Jean-Jamais Yedna, Rostandifou. C'est en possession de son butin que ce présumé malfrat a été pris la main dans le sac. Guédio Narcisse, puisqu'il s'agit de lui, reconnaît avoir volé cette chèvre, alors que ce jeune homme, la vingtaine dépassée, dit être de passage à Bouda, dans le chef-lieu du département des Bamboutos. Qui sort avec la chèvre? On vient de me donner l'information. De l'unité. C'est la chèvre de qui? Parle fort, non? C'est pour un monsieur. Le monsieur, c'est qui? Je ne sais pas. Tu as volé alors? Hein? Yaoundé. Tu fais quoi, Bouddha? Je viens de Yaoundé. Je suis allé à Magba pour travailler. Je suis quitté de Magba pour arriver ici là, à Bouddha parce que ma grand-mère est là. Ici là, à l'unité. Ça fait combien de temps que tu voles les chèvres ici? C'est ma première fois. La première fois. Le phénomène de vol de bétail devient de plus en plus légion à Bouddha et les jeunes du quartier Battant, lieu dit Bande de Touche, et de plusieurs autres quartiers en ont fait leur cheval de bataille, traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Ces petits bandits qui sèment la panique dans cette localité. Simplement que le vol déjà très récurrent, les jeunes du quartier s'organisent à mener enquête contre des faces qu'on ne maîtrise pas. Il y avait des objets suspects en main. Vous avez surpris cet enfant avec la chèvre? Oui, c'est les jeunes là qui l'ont filé pour une longue distance avec une chèvre en main, un jour du marché de surcroît, et qu'on ne lui reconnaît, la face on ne reconnaît pas la face au quartier. Pour l'heure, ce présumé voleur de chèvres, Guédio Narcisse, est en garde à vue dans les geôles de la brigade terre de Bouddha, en attendant d'être déféré devant le procureur de la République.
Reparlons dans cette édition de l'information ce soir de ce vaste mouvement au sein de la préfectorale en nous rendant dans le département de la Benue. C'est dans la région du Nord Cameroun où le nouveau préfet a désormais pris fonction. Il s'agit d'Oumaro Arman Wapi qui a été installé par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Di, qui a prescrit d'ailleurs à ce dernier une administration de proximité pour le bien-être des populations. Frédéric Moutamé, Seydou Fonsi. De par le président de la République, voici votre préfet. La formule ainsi consacrée par Jean Abaté-Di, gouverneur de la région du nord du Cameroun, à la place des fêtes de Garoua, et Oumaro Arman Wapi devient le nouveau préfet du département de la Benue dans la région du nord du Cameroun. Monsieur Oumaro Arman Wapi, prenez le commandement. C'est le moment. Après le rituel de passation de commandement, dans une place des fêtes bondée d'autorités administratives, politiques, traditionnelles, forces vives, élites intérieures et extérieures et même population venue en grand nombre, le nouveau préfet du département de la Benue reçoit les prescriptions et recommandations de la hiérarchie pour mener à bien sa mission dans ce département de la Benue constitué de 12 arrondissements dont certains sont limitrophes avec le Nigeria voisin, notamment le Mayo, Ourna, Toroa, Gashiga, et pour l'occasion, il devra s'investir à la lutte contre l'incivisme dans les services publics, la lutte contre le grand banditisme, le désordre urbain, la vente illicite des médicaments de la rue, entre autres. Il faut également veiller sur la commercialisation des drogues et autres produits privés qui menacent la santé des populations, mais aussi l'économie nationale. Mettre hors d'état de nuire les coupeurs de route, les enleveurs avec demande de rançon, qui semblent pouvoir prendre appui sur ce département stratégique. Il va de soi que vous avez une mission importante d'encadrement de l'élite. Cela devrait dire et se traduit par une option particulière d'être au-dessus des clans. Et veiller à ce que les équilibres sociologiques soient maintenus pour une harmonisation dans la gestion des différentes communautés. En provenance du département d'Undé, dans la région de l'ouest du Cameroun, Oumaro Arman Wapi, nouveau préfet du département de la Benue, remplace à ce poste David Mbe, muté après 2 ans passés à la tête de cette unité administrative. Et nous ouvrons à présent le dossier de la rédaction ce soir, consacré à la journée mondiale du lavage des mains. L'événement s'est célébré ce 15 octobre 2019, placé sous la thématique pour une société respectueuse de la planète. Agissons ensemble. Sur les cibles et l'objectif de cette journée, nous vous proposons de suivre cet élément qui porte la signature de vocale de Praxet Toulou. Mobiliser les populations à travers le monde pour améliorer leurs habitudes quant au lavage des mains. Tel est le but de la Journée mondiale du lavage des mains, célébrée les 15 octobre de chaque année. Une journée dédiée à la sensibilisation des populations à se laver les mains avec de l'eau et du savon pour prévenir les maladies. Cette campagne a été lancée depuis le 15 octobre 2008 lors de la première édition de la célébration de la Journée mondiale du lavage des mains qui entend réduire à 25 voire à 50% les risques de contamination des maladies respiratoires et intestinales. Le geste de laver les mains est certes anodin et même inhabituel pour certains, mais il est fort de sens et de signification pour d'autres. Il est aussi question pour le maximum de personnes à travers le lavage des mains de barrer la voie aux conséquences liées au non-lavage des mains. L'UNICEF, très impliqué dans l'organisation de cette célébration, indique que la cible principale concernée par cette journée est constituée d'enfants, notamment les élèves des écoles maternelles et primaires, qui doivent de manière récurrente répéter le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon.
Rappelons que le taux de morbidité infantile peut être réduit de moitié en raison du simple lavage des mains. Chaque année, 5000 enfants décèdent des suites de maladies diarrhéiques dues à la mauvaise hygiène des mains ou à l'usage de l'eau contaminée. Et c'est à ce juste titre que les pays en voie de développement comme le Cameroun sont concernés au premier chef par cette célébration. L'urgence de se laver les mains avec de l'eau propre et du savon, loin d'être un slogan, est davantage un vibrant appel à une prise de conscience individuelle et collective de se laver les mains après les toilettes et avant la consommation d'un repas. D'où le thème retenu pour cette célébration 2019. Pour une société respectueuse de la planète, agissons ensemble. Comment se laver correctement les mains et pourquoi le faire de manière régulière? Ce sont quelques questions et bien d'autres qui ont été posées à un spécialiste de la santé à l'occasion de cette journée mondiale du lavage des mains. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Patrice Foucault. Le geste est simple, parfois anodin, mais plein de sens pour les professionnels de la santé qu'il recommande à chaque fois dans la journée. Le lavage des mains n'est pas un acte banal et généralement nous le banalisons ou alors nous le faisons à la hâte sans vraiment prendre le temps de le faire. Le lavage des mains est recommandé, même par l'OMS, donc nous recommandons vraiment le lavage des mains avec la manière et la méthode adaptée. Que ce soit avant de manger, après de manger, quand on revient des toilettes, on doit pouvoir se laver les mains à l'eau propre et au savon. Quand on passe d'un malade à un autre, quand on a fini de faire un soin, on doit pouvoir se laver les mains avant de toucher à un autre malade. Se laver les mains avec de l'eau propre et du savon, à en croire ces professionnels de la santé, peut sauver la vie. Et le lavage des mains est l'un des meilleurs moyens de prévention de la propagation de plusieurs maladies, surtout les maladies du péril fécal. Les pathologies, les diarrhées, les dysenteries, les grippes, certaines bronchiolites, certaines infections peuvent être évitées en se lavant les mains. Il y a près de 70% de maladies qui sont transmises à travers les mains. Donc, près de 47% peuvent être évitées en se lavant les mains. Et en ce jour de célébration de la journée mondiale consacrée au lavage des mains, bien que la cible soit essentiellement axée vers les élèves de la maternelle et du primaire, tout le monde, adulte ou jeune, est appelé à se laver correctement les mains. Je laisse couler mon eau et je me mouille les mains correctement. Et après, j'applique le savon au niveau des mains, les paumes des mains et les dos de la main. Et je prends la paume de la main droite pour faire des mouvements de friction au niveau de la paume, au niveau du dos de la main gauche. Et vice versa, je prends la paume de cette main et je frotte. Ensuite, je reviens maintenant pour faire des frictions au niveau des paumes des deux mains, que je les mets ensemble. Et après, on entrecroise les doigts des deux mains pour pouvoir faire ce mouvement de friction. Et ensuite également ici, au niveau des pouces. Un bon lavage pourrait nous prendre pratiquement 20 secondes à 30 secondes, au minimum 30 secondes. Et après avoir fait ça, on revient avec ces mouvements et on peut se rincer les mains. En cette autre occasion de célébration, en plus de sensibiliser les masses, il est davantage question de passer de la phase d'éducation à la phase de pratique quasi quotidienne pour adopter des comportements sains et propres au sein de la communauté. Autre événement célébré ce 15 octobre 2019, il s'agit de la journée mondiale de l'alimentation. L'occasion saisie par la rédaction de la télévision du Monde ce soir pour s'intéresser à ce que consomment les Camerounais en général et les populations de la ville de Douala en particulier. Zobel Apollinaire Bon, Patrice Foucault. Manger fait partie des besoins vitaux de l'homme, mais le choix en ce qui concerne la diversité des menus proposés varie d'un individu à un autre. À Douala, dans la capitale économique, les tournes d'eau semblent être les lieux les plus prisés par les populations pour se nourrir, en dehors des ménages, des rayons et autres restaurants huppés. En ce jour où l'on met un point d'honneur sur l'alimentation, nous nous sommes rendus dans quelques ans pour découvrir le contenu des plats. Ils aiment la nourriture traditionnelle, par exemple le ndolé aux crevettes avec les plantains frits, les frites de plantain. J'adore ça, c'est mon plat préféré. Au soir, si j'arrive, je trouve peut-être que c'est fini.
J'aime aussi la patate douce avec le ndolé. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le rôti de poulet. Hein. Mon organisme aime bien des légumes. Ça enrichit vraiment le corps. À côté des tournes d'eau, le poulet, le poisson et la viande à la braise aiguisent les appétits de nombreux passants. Dans les établissements scolaires, manger fait également partie du quotidien des élèves en temps de pause. Et dans les cantines, c'est une variété de produits alimentaires qui est proposée aux apprenants. Nous vendons aux enfants, nous avons la viande hachée déjà. Nous faisons également les omelettes spaghetti, sans toutefois manquer la viande, le sauté que les enfants adorent bien, et du pain, les œufs bouillis. Manger est donc une nécessité dont on ne saurait s'en passer. Mais bien manger est un autre pan de l'alimentation dont seuls les diététiciens ont le secret. La santé de l'être humain commence par ce qui rentre dans sa bouche. Ça commence par ce que nous ingérons tous les jours au quotidien. Et il est recommandé pour cela de suivre un programme qui permettra, n'est-ce pas, un équilibre dans l'organisme, de manière à ce que le corps reste en bonne santé. Donc, il est conseillé généralement de s'alimenter en consommant les fruits tous les jours, les fruits et les légumes. Bien que se nourrir contribue à l'équilibre vital, une mauvaise alimentation peut également avoir des graves conséquences sur l'organisme. Lorsqu'on s'alimente mal, comme je disais, on est à risque de faire des maladies cardiovasculaires, à faire le diabète par exemple, l'obésité, qui ouvre la porte à plusieurs maladies comme l'AVC. Il y a également le volet selon lequel la malnutrition peut conduire à des maladies telles que le kwashiorkor, le beriberi, des malnutritions qui sont sévères chez les enfants. À chacun donc ses choix et ses préférences, mais le plus important, c'est de pouvoir accorder du prix à sa ration alimentaire. L'édition 2019 de la Journée internationale de la femme rurale s'est célébrée ce mardi 15 octobre 2019. L'occasion pour la rédaction du Monde d'aller à la rencontre d'une femme rurale établie du côté de Babadjou, c'est dans le département des Bamboutos, à l'ouest du Cameroun. Antoinette Fobasso Kamta est son nom. Entre obligations conjugales, travaux domestiques et activités champêtres, vous allez le voir, la vie d'une femme rurale est loin d'être un long fleuve tranquille. Les précisions de Jean-Germain Yedna et Rostan Difo. Sa journée démarre lorsqu'il est 5 heures du matin. Et comme toute bonne ménagère, au sein de son foyer, Dame Fobasso Kamta Antoinette s'occupe des travaux domestiques, puis se rassure que ses enfants ont déjà pris en toute quiétude le chemin de l'école. Quand je me lève le matin, je mets d'abord la propreté à la maison. Après, j'apprête les enfants. Je fais leur petit déjeuner. Ils partent pour l'école. Dès qu'ils partent, je fais maintenant le déjeuner du père que je prends avec le père avant de vatiguer à mes occupations quotidiennes. Après quoi, en tant que femme rurale de son état, Antoinette s'empare de sa houe et sa machette et prend la direction du champ. Je pars au champ faire mes petits travaux du champ. À partir de 14 h, je rentre à la maison préparer le retour des enfants. C'est-à-dire demander ce que les enfants vont rentrer de classe et manger. Puisqu'à partir de 15 h 30, les premiers enfants commencent à rentrer. Et à côté des travaux de la terre, avec le soutien inconditionnel de son époux, c'est non loin de son champ que cette cultivatrice a aménagé ce vaste étang piscicole où elle élève du poisson. Hormis de cette activité, j'ai aussi eu la chance dans la vie d'avoir un mari qui m'accompagne dans les activités. Il a fait l'effort de m'aider à faire l'étang où j'élève les poissons, je les nourris. Et c'est à partir de ça, c'est ça qui me renforce. Je les retire pour nourrir mes enfants. Je vends aussi même parfois. Et la demande est même plus grande. Donc c'est ça là qui me renforce. Une femme sans un homme à côté de lui ne serait rien. Puisque c'est lui qui me donne la force, le courage de faire toutes ces activités dont vous voyez. Les hommes devaient accompagner leurs femmes, les aider. C'est ces femmes qui nourrissent toute la République.
Et ne les laissez pas faire seuls. Il faut être derrière eux. La femme a envie que l'homme apprécie ce qu'elle fait. Quand elle rentre avec des cuvettes d'arachide, comme vous avez vu tout à l'heure, elle prépare. Moi, quand je mange, je dis merci madame. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous produisez plus d'arachide? C'est simple. Ça roule. Et quelques petits entrants qui sont des fientes, moins d'engrais. Avec ça, vous ne pouvez rien payer au marché. Au village Togné, dans l'arrondissement de Babadjou, nous sommes dans le département des Bamboutos, où la famille Fobasso est établie. Cette femme rurale a fait de l'agro-pastoral son gagne-pain quotidien. Question de subvenir aux besoins de ses enfants. 6 au total. Moi, je nourris mes enfants avec les travaux champêtres. Comme vous êtes arrivés aujourd'hui, moi je suis là pour trier les mauvaises herbes dans mes produits du champ. Alors avec ces arachides, je vis des travaux champêtres. C'est avec ça que je nourris mes enfants. Véritable bras séculier de son épouse, Étienne Fobasso ne ménage aucun effort pour encourager davantage sa moitié. Elle élève ses poissons, elle cultive ses arachides, elle fait ses champs de ses multiples activités. Elle n'a même pas le temps. Contrairement au fait que quand on dit journée de la femme rurale, vous allez les retrouver dans les bars en train de fêter. La femme rurale devait fêter au pied de ses plantains, au pied de ses arachides. C'est là où c'est une journée spéciale où la femme devait être contente de ce qu'elle fait, en montrant que voilà ce que je fais. Vous aviez dit journée internationale de la femme rurale. Et si l'exemple venait de Dame Fobasso Kamta Antoinette, qui surfe sur ses 47 années d'existence. En politique, Célestine Kétia-Cortez remobilise ses troupes dans la perspective des prochaines échéances électorales au Cameroun. L'élite du département d'Undé a présidé une réunion conjointe RDPC-OJRDPC d'Énor. Le compte rendu de Jean-Oscar Liboc. La salle de la maison du parti de Baranté pleine à craquer des militants et sympathisants du RDPC venus assister à la conférence conjointe de la section nord d'Undé du parti au pouvoir. Conférence organisée par Célestine Kétia-Cortez, président de la section OFRDPC d'Énor et ministre de la République. Il s'est agi dans cette rencontre de remobiliser et redynamiser les troupes pour les prochaines échéances électorales. Ça donne aussi l'occasion de nous projeter. Et c'est ça le message le plus fort. Nous projeter par rapport déjà à ce que fait que le président national promeut, le président de l'État. Nous lançons aussi la préparation des prochaines élections présidentielles. Ça va un parti pour gagner les élections. On dit souvent que le RDPC est une machine à gagner les élections. C'est parce que nous nous préparons en tant qu'organisation pour préparer les prochaines élections électorales. Et nous avons d'ailleurs planifié une rencontre pour arrêter les activités que nous allons mener pendant la période pré-électorale. Pour que d'ici la campagne, d'ici le jour J, que nous soyons prêts. Car nous tenons à fournir au président nos deux députés et à conserver nos 4 mairies. Célestine Kétia-Cortez qui se réjouit au lendemain de la tenue du grand dialogue national de rencontrer les siens avec des résolutions fermes. Et je suis très heureuse de ce que ça se tienne au lendemain du grand dialogue national. Et donc parmi les recommandations fortes, en dehors de l'autonomisation que le militant doit rechercher, l'autonomisation financière et économique pour accompagner le parti, il y a aussi la quête d'être vecteur de paix partout où nous nous trouvons. La quête de vivre ensemble avec nos frères, les nombreux déplacés qui, comme vous le savez, sont venus plus du côté de leurs frères du Grand Sud, si vous voulez, pour essayer de les encadrer. Et vous avez vu, depuis les 4 arrondissements, nous accompagnons nos frères, les déplacés, et l'amour du président devrait nous contaminer pour que nous agissions uniquement dans la recherche de la paix à chaque fois que nous posons un acte. Au terme de la rencontre, les résolutions fortes ont été prises. Remporter les prochaines élections locales de 2020 afin de conserver les 2 députés et les 4 communes d'Undé. Et puis on en vient à l'actualité hors de nos frontières. C'est officiel, Guillaume Soro est candidat à l'élection présidentielle prévue en 2020
en Côte d'Ivoire. L'ancien chef rebelle, ancien Premier ministre et récemment président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a annoncé sa candidature à Valenciennes en présence des inconditionnels. Les détails de nos confrères d'Africa News. Fin du suspense en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2020. C'est ce qu'il a annoncé ce samedi lors d'un meeting avec ses sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne. Il y a des partis pro-Soro qui m'ont choisi comme candidat, alors oui, je serai candidat, a déclaré l'ex-rebelle et ex-premier ministre, alors qu'aucun des autres principaux challengers au poste de président de la République n'a encore officiellement annoncé sa candidature. La déclaration de Guillaume Soro intervient après le flou jeté par le président Ouattara sur une possible candidature en 2020 pour un troisième mandat. Ancien proche d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro avait lancé un mouvement politique plus tôt cette année après des tensions avec le pouvoir en place qui l'ont conduit à démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. En France, la consolidation de Notre-Dame de Paris progresse certes lentement, 6 mois après l'incendie qui a consumé une partie de ce bâtiment confessionnel, mais l'ambition de 5 ans pour reconstruire Notre-Dame reste maintenue. Pour la cause, près de 800 millions d'euros ont déjà été mobilisés. Les précisions de nos confrères de Euronews. C'est l'une des pièces maîtresses de la cathédrale Notre-Dame, ravagée en avril dernier par un grave incendie. Cette statue de la Vierge et l'Enfant vient d'être transférée dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, située dans le 1er arrondissement de Paris. Adossée à l'un des piliers de Notre-Dame, la statue a échappé à l'effondrement du toit. Donc il y a forcément des pierres de la voûte qui sont passées à quelques centimètres de cette statue sans la casser. Et c'est vrai que les jours qui ont suivi le sinistre, une des premières choses que l'on faisait le matin en arrivant, c'était de voir si elle était toujours là, parce qu'on ne pouvait toujours pas la déposer, la zone n'était pas du tout sécurisée. 6 mois après l'incendie, la plupart des œuvres de Notre-Dame ont été transférées dans d'autres édifices ou sont en cours d'analyse pour estimer les dégâts. Le chantier, pour sa part, reste en phase de sécurisation. Selon le ministre français de la Culture, cette étape est loin d'être terminée. Donc encore plusieurs mois pour sauvegarder totalement Notre-Dame de Paris et en parallèle pouvoir finir le diagnostic, l'état sanitaire complet de Notre-Dame de Paris. État sanitaire qui permettra ensuite de pouvoir établir précisément le plan d'action de restauration. De nombreux défis attendent encore les équipes chargées de la sécurisation, comme le démontage de l'échafaudage qui soutient actuellement le toit, ou encore le nettoyage du site pollué au plomb. Selon les autorités, la restauration effective de la cathédrale ne devrait pas démarrer avant le 2e semestre de 2020. Et puis en sport, Bamboo Toss Club de Mbouda prépare sereinement la prochaine saison sportive. Le club de Mbouda a tenu un congrès d'avant-saison le week-end dernier, au cours duquel près de 18 millions de francs CFA ont été collectés. Zobel Apollinaire Ban, Roston Difo. C'est une ambiance de grand jour qui se vivait dans les rues de la ville de Mbouda, avec la forte mobilisation des mototaxis à l'occasion du congrès de l'enfant unique. 4 ans déjà que le club n'avait plus été en contact avec ses populations et les retrouvailles ont été célébrées de la plus belle des manières. L'assemblée nécessaire et indispensable avec mon frère et ami le DG de faire revenir l'équipe sur son terrain, dans son village, dans sa ville, dans son département. Bamboo Toss, c'est la seule équipe du département, c'est l'enfant unique et les populations avaient besoin de voir leur équipe. Voilà la seule raison pour laquelle nous avons amené Bamboo Toss ici. Avant les autorités traditionnelles, ce sont les autorités administratives de la ville qui ont donné leur bénédiction au club tout en réitérant à ses dirigeants leur soutien indéfectible. J'invite l'équipe dirigeante, la nouvelle équipe dirigeante, le coach, le staff technique et vous-même les joueurs à nous redonner cette joie-là. La joie de vivre la Coupe du Cameroun. C'est ça qu'on a.
et après le reste viendra. Merci. On vous remercie et soyez rassurés, nous sommes derrière vous. Le congrès tenu à la sous-préfecture de Bouda a réuni toutes les filles et la somme de 18 335 000 francs CFA a été collectée. De quoi permettre au club de mieux démarrer sa saison. Je pense que ça va nous permettre de clôturer les contrats avec nos joueurs, ce sera bouclé, et de pouvoir aborder, n'est-ce pas, sereinement le mois d'octobre. Le rendez-vous de ce week-end a donné du baume au cœur aux nombreux supporters des Mangwa Boys. Tous les Bouddhas sont très contents de recevoir leur équipe à Bouddha. Vraiment, nous sommes là vraiment pour les bénir avant le début du championnat. Qui nous a beaucoup manqué pour quelques années aussi. Dieu merci que nous nous retrouvons aujourd'hui face à notre équipe de Bambouto Football Club et que tous les supporters de la ville de Bouddha sont très contents. C'est donc dire que du côté de Bouddha, les petits plats ont été mis dans les grands et l'on n'attend plus que le démarrage de la nouvelle saison sportive. Et c'est ici que prend fin cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.